Les objets du quotidien sont censés rendre la vie plus facile, mais parfois ils deviennent mortels. Des simples articles ménagers aux outils communs, les choses les plus inoffensives, peuvent entraîner des décès tragiques. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 histoires vraies de personnes ayant perdu la vie de manière troublante, tuées par des objets que nous utilisons tous les jours. Le 16 décembre 2020, à Greensboro, en Caroline du Nord, la matinée de la famille Huff a commencé comme les autres. AJ et Jackie Huff préparaient leurs 2 fils pour la journée, Michael, leur fils aîné, et Jonathan, âgé de 23 mois, affectueusement surnommé Nugget. Tous deux travaillaient dans le domaine des soins médicaux d'urgence, Jackie comme assistante médicale et AJ comme ambulancier, et ils n'étaient donc pas étrangers aux crises médicales. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qui allait se produire. Ce matin-là était particulièrement mouvementé. Le couple n'avait que 20 minutes pour sortir les 2 enfants de la maison. Dans la précipitation, Jonathan, comme tout enfant curieux, réussit à s'éclipser sans être remarqué. En l'espace de quelques instants, il aurait attrapé une pile bouton d'une télécommande de chercheur de clés posée sur un comptoir. L'arrière de la télécommande s'était détaché, laissant la petite pile exposée. Personne ne l'a vu la prendre et personne ne savait qu'il l'avait avalée. Jonathan a passé la journée à la crèche en agissant comme d'habitude. Il a tenu la main de son frère aîné en se rendant en classe et ne montrait aucun signe de problème. Mais à midi, les enseignants ont remarqué quelque chose d'inquiétant. Il avait un saignement de nez et, peu après, il a commencé à vomir du sang. Les ambulanciers ont été appelés et ont supposé que le saignement était dû à l'irritation de la gorge provoquée par le saignement de nez. Ils ont conseillé à Jackie et AJ de l'amener chez un pédiatre pour un examen approfondi. Lorsque Jackie est arrivé, Jonathan semblait fatigué et pâle, mais ses signes vitaux étaient stables. Le pédiatre l'a examiné et a suspecté une infection virale, probablement une bronchiolite, qui pourrait expliquer le saignement de nez. Le médecin a recommandé des fluides, du repos et une surveillance durant le week-end. Le lendemain, Jonathan a développé de la fièvre. Ses parents l'ont ramené chez le médecin qui les a rassurés en disant qu'il s'agissait probablement d'un virus. Sa radiographie pulmonaire était normale et le test Covid-19 était négatif. Les conseils sont restés les mêmes, le garder hydraté et laisser la maladie suivre son cours. Les Huff ont passé le week-end à surveiller leur fils de près. Samedi, Jonathan semblait aller mieux. Il a regardé son émission préférée, Bubble Guppies, et a même demandé des Doritos, ce qui a donné à ses parents l'espoir qu'il se rétablissait. Mais dimanche matin, tout a pris une tournure dévastatrice. Jonathan s'est réveillé avec une forte fièvre et a soudainement commencé à tousser violemment. Ensuite, il a vomi du sang rouge vif. AJ et Jackie, bien que formés aux soins d'urgence, étaient sous le choc. AJ a immédiatement commencé des compressions thoraciques tandis que Jackie lui administrait des insufflations de secours. Mais lorsqu'elle s'est retirée, elle a vu du sang jaillir de sa bouche. AJ a continué les compressions thoraciques en attendant de l'aide, mais le petit cœur de Jonathan avait du mal à tenir. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, il était inconscient. Ils l'ont transporté en urgence à l'hôpital Moses Eshkone pendant que Jackie suivait dans une voiture de shérif priant désespérément pour un miracle. À son arrivée, elle a été accueillie par la terrible nouvelle qu'aucun parent ne devrait jamais entendre. Les médecins avaient tout tenté, mais Jonathan avait perdu trop de sang. Les dommages étaient irréversibles. Il était parti. Une autopsie a révélé plus tard la cause. Une pile bouton était restée coincée en lui pendant 4 jours, brûlant lentement son œsophage, ses intestins et son aorte. La réaction chimique de la pile avait causé de graves blessures internes, entraînant une hémorragie fatale. La pile provenait de la télécommande posée sur leur comptoir, un objet si petit mais si dangereux. Les Huff étaient anéantis. Ils ont rejoué chaque instant, se demandant s'ils auraient pu faire quelque chose différemment. Le poids de leur perte était insupportable. En tant que parents ayant passé leur vie à sauver les autres, ils n'auraient jamais imaginé perdre leur propre enfant de cette manière. Lors des funérailles de Jonathan, une procession de camions de pompiers et d'ambulances a défilé dans les rues, symbole de la vie qu'il aimait et de la communauté qui a soutenu sa famille en deuil. Mais aucun soutien ne pouvait apaiser leur douleur. Ils avaient perdu leur petit garçon et rien ne pouvait le ramener. Déterminés à empêcher que cela arrive à d'autres familles, Jackie et AJ ont commencé à sensibiliser au danger des piles boutons. Ils ont exhorté les parents à sécuriser les appareils contenant ces petites piles, à les ranger hors de portée et à sceller les compartiments des piles avec du ruban adhésif. Après le décès de Jonathan, l'Australie est devenue le premier pays à appliquer des normes de sécurité obligatoires pour les produits contenant des piles boutons.
Bien que cela ait été une avancée pour éviter des tragédies similaires, les Huff savaient qu'il restait encore beaucoup à faire. Ils se demandent souvent et si Jonathan avait été un peu plus âgé ou s'ils avaient remarqué plus tôt. Cela aurait-il pu être évité? Et si la télécommande avait été rangée différemment, serait-il encore en vie aujourd'hui? Ces douloureuses questions restent avec eux. Mais en partageant l'histoire de Jonathan, ils espèrent épargner à d'autres familles la même peine. Le 29 juillet 1998, à Oldham, dans le Grand Manchester, Jonathan Capewell, âgé de 16 ans, est décédé subitement chez lui. Son décès a ensuite été déclaré comme un accident causé par quelque chose que personne n'aurait pu prédire, du déodorant. Jonathan était un adolescent typique, actif et en bonne santé, mais il était également très soucieux de son hygiène. Il voulait sentir bon à tout moment et cela l'a conduit à utiliser le déodorant de manière excessive. Après chaque douche, il vaporisait tout son corps, parfois en utilisant plusieurs marques en même temps. Cela faisait partie de sa routine quotidienne et il appliquait souvent le déodorant dans des espaces petits et clos, comme la salle de bain. Son père, Keith Capewell, avait remarqué l'utilisation fréquente de déodorant par son fils et lui en avait même fait la remarque se demandant s'il en abusait. Cependant, personne n'avait réalisé le danger. Les aérosols contenaient des produits chimiques tels que le propane et le butane qui, en grande quantité et sans ventilation adéquate, pouvaient s'accumuler dans le sang avec le temps. Le jour de son décès, Jonathan avait suivi sa routine habituelle. Mais peu après avoir appliqué le déodorant, il s'est effondré dans sa chambre. Sa sœur de 17 ans, Nathalie, l'a trouvé inconscient sur le sol. Les secours sont arrivés rapidement, mais malgré leurs efforts, Jonathan n'a pas pu être sauvé. Il a été déclaré mort à l'hôpital. Ses parents étaient sous le choc. L'autopsie a révélé la cause du décès. Le sang de Jonathan contenait une quantité de butane et de propane 10 fois supérieure à la dose létale. Le manque de ventilation dans les petits espaces où il appliquait le déodorant avait entraîné une accumulation de produits chimiques toxiques dans son système, provoquant une crise cardiaque fatale. Le coroner a déclaré son décès accidentel, affirmant que Jonathan s'était involontairement mis en danger par sa routine d'hygiène. Ses parents étaient dévastés, luttant pour comprendre comment quelque chose d'aussi simple que vouloir sentir bon avait pu conduire à un tel résultat tragique. Le cas de Jonathan était le premier de ce genre au Royaume-Uni. Contrairement à ceux qui inhalent délibérément des produits chimiques, il utilisait le déodorant dans le cadre de sa routine quotidienne. Sa mère, Louise, est devenue une fervente défenseur de la nécessité d'avoir des avertissements plus clairs sur les aérosols, critiquant les entreprises pour dépenser des millions en publicité tout en négligeant de mettre en garde contre les risques. Une décennie plus tard, en 2008, Daniel Hurley, âgé de 12 ans, s'est effondré dans sa salle de bain après avoir vaporisé du déodorant. Il avait une condition cardiaque préexistante qui a été déclenchée par l'exposition aux vapeurs d'aérosols, provoquant une arythmie cardiaque fatale. Il utilisait Lynx. Malgré ces tragédies, l'Association britannique des fabricants d'aérosols, BAMA, a affirmé que leurs recherches ne pouvaient pas reproduire les conditions qui avaient conduit aux dommages. Ils ont soutenu que les produits aérosols avaient été utilisés en toute sécurité pendant des décennies et que les étiquettes d'avertissement étaient déjà en place. Cependant, des experts comme l'écologiste Peter Dingle n'étaient pas d'accord. Il estimait que les avertissements existants n'étaient pas suffisants et que les gens avaient besoin de directives plus claires sur la manière d'utiliser ces produits en toute sécurité. La famille de Jonathan continue de plaider pour un meilleur étiquetage et une sensibilisation accrue. Son frère cadet, Nathan, aujourd'hui adulte, fait attention à utiliser le déodorant avec prudence, en assurant toujours une ventilation adéquate. L'histoire de Jonathan est un exemple tragique de la manière dont quelque chose d'aussi commun que du déodorant peut devenir dangereux lorsqu'il est utilisé de manière excessive dans des espaces clos. C'est un rappel qu'il faut être attentif à la façon dont nous utilisons les produits du quotidien, car parfois, même les habitudes routinières peuvent avoir des conséquences inattendues. En décembre 2019, à Pitlochry, en Écosse, Wallace Hunter, un grand-père de 75 ans, passait un week-end avec sa femme à l'hôtel Pitlochry Hydro, dans le Perthshire, en Écosse. Ingénieur de précision à la retraite, originaire d'Eaglesham, dans le Renfrewshire, Wallace aimait voyager et passer du temps avec sa famille. Ce séjour devait être une pause relaxante, mais il s'est terminé en tragédie. Lors de leur dernier matin, Wallace est allé prendre une douche pendant que sa femme préparait leurs affaires. Cependant, ce qui aurait dû être une tâche routinière s'est transformé en un accident fatal. Wallace s'est retrouvé piégé dans une baignoire remplie d'eau extrêmement chaude.
Le robinet, mélangeur de la baignoire, défectueux depuis des années, a mal fonctionné. Ce robinet avait un réglage sensible de la température et lorsque l'eau froide s'est arrêtée, l'eau chaude a continué de couler sans interruption. L'eau a atteint des températures extrêmes et Wallace, incapable de s'en échapper, a subi des brûlures graves couvrant 83% de son corps. Le premier signal d'alarme est venu lorsque de l'eau a commencé à fuir de la salle de bain de Wallace, inondant la chambre en dessous. Un client a signalé le problème, incitant Elena Cespedes, réceptionniste de nuit, à vérifier. Au départ, la femme de Wallace a assuré au personnel que tout allait bien. Mais après un deuxième appel, elle a admis que son mari était piégé et en détresse. Elle a également mentionné que Wallace souffrait de démence, rendant la situation encore plus urgente. Elena s'est précipitée dans leur chambre, entendant Wallace gémir de douleur derrière la porte de la salle de bain. Cependant, la porte était verrouillée de l'intérieur et s'ouvrait vers l'extérieur, ce qui rendait presque impossible de la forcer. En l'absence de mécanisme d'urgence pour la déverrouiller, le personnel a tenté d'entrer en utilisant des extincteurs et même un pied de biche, mais la porte résistait. Au fil des minutes, l'état de Wallace s'est aggravé. Ses gémissements sont devenus plus faibles. Les tentatives de sauvetage ont duré 45 minutes avant qu'Elena ne décide d'appeler les services d'urgence, malgré l'hésitation initiale de Madame Hunter. Lorsque les pompiers sont finalement arrivés, cela faisait 90 minutes que Wallace était piégé. En forçant la porte, les secours ont trouvé Wallace immergé dans l'eau brûlante. La chaleur était si intense, malgré les efforts de réanimation cardio-pulmonaire, Wallace a été déclaré mort à 8h31. Un examen post-mortem a confirmé que la cause du décès était des brûlures graves dues à l'eau brûlante. Sa famille, en particulier sa femme, était dévastée. Non seulement par la perte, mais aussi par la nature horrifiante de ces derniers moments. La douleur de savoir qu'il était prisonnier, souffrant, pendant que d'autres tentaient désespérément de le sauver, était insupportable. Une enquête a révélé de graves problèmes de sécurité. Le robinet mélangeur dans la salle de bain de Wallace était en mauvais état depuis des décennies, et les clients avaient signalé des variations de température qui n'avaient jamais été réglées. Le robinet défectueux permettait à l'eau chaude de couler lorsque l'eau froide s'arrêtait, créant une situation dangereuse. La porte de la salle de bain ne disposait d'aucun mécanisme d'urgence, ce qui a compliqué l'accès et retardé le sauvetage de Wallace. Une conception différente aurait pu lui sauver la vie. Lors de l'enquête, le directeur général de l'hôtel, Christopher Stanton, a admis que les problèmes avec le robinet et la porte étaient connus depuis des années. Les plaintes avaient été ignorées et les mesures de sécurité qui auraient pu prévenir la tragédie n'avaient jamais été mises en place. Le fils de Wallace, Kier, a décrit les derniers moments de son père comme un cauchemar. Il a qualifié cela de « histoire d'horreur », quelque chose dont sa famille ne se remettrait jamais. L'idée de son père pris au piège, souffrant et incapable de s'échapper était insupportable. La famille Hunter a intenté une action en justice, poursuivant les anciens exploitants de l'hôtel pour négligence. Ils ont affirmé que l'hôtel avait sciemment mis en danger des clients âgés et vulnérables en ne réparant pas le système d'eau défectueux. En plus de leur détresse, ils n'ont jamais reçu d'excuses, ni même un remboursement pour leur séjour. Une enquête ultérieure a révélé que la société propriétaire de l'hôtel Pitlochry Hydro, au moment du décès de Wallace, avait été mise en liquidation en 2020. Les nouveaux propriétaires n'étaient pas encore impliqués dans l'enquête, mais la famille de Wallace espérait que les conclusions conduiraient à des mesures de sécurité plus strictes dans les hôtels pour prévenir d'autres tragédies. La mort de Wallace Hunter aurait pu être évitée. Un robinet défectueux, une porte mal conçue et des années de plaintes ignorées ont entraîné une perte inimaginable. Le 13 mars 2024, Elisabeth van der Drift, âgée de 93 ans, s'est réveillée dans son logement protégé à Regent's Park, au nord de Londres, sans savoir que cette journée prendrait une tournure tragique. Elisabeth vivait avec la démence, une condition qui lui faisait oublier de petits mais importants détails, comme la dernière fois qu'elle avait mangé. Souvent, elle fouillait son domicile à la recherche de nourriture, incapable de se rappeler son dernier repas. Elisabeth avait mené une vie remarquable. Née aux Pays-Bas en 1930, elle avait survécu à la famine hollandaise pendant la Seconde Guerre mondiale et était ensuite devenue infirmière, travaillant dans des pays comme le Nigeria et la Zambie. Elle était indépendante et intrépide, des traits admirés par sa fille, Marjolin. Même si la démence prenait le dessus, Elisabeth restait curieuse et déterminée. Mais ce jour-là, sa maladie allait la mettre en danger de manière inattendue. Ce matin-là, Elisabeth se dirigea vers sa cuisine à la recherche de quelque chose à manger.
Dans sa quête, elle tomba sur un paquet de capsules de lessive aux couleurs vives qui avaient été laissées à portée de main. Leur aspect éclatant, rose, orange, jaune et vert, les faisait ressembler à des bonbons. Probablement confuse et affamée, Elisabeth les a prises pour des sucreries et en a mordu une. Immédiatement, elle ressentit une douleur aiguë dans l'estomac. Elle eut du mal à respirer et devint visiblement angoissée. Son corps, déjà affaibli par l'âge et la démence, réagit sévèrement aux produits chimiques concentrés contenus dans la lessive. Se rendant compte que quelque chose allait très mal, une ambulance fut appelée et Elisabeth fut transportée à l'hôpital. Malgré les efforts médicaux, son état s'aggrava au fil des jours. Le 19 mars, 6 jours après avoir ingéré le détergent, Elisabeth décéda à l'hôpital. Les médecins déterminèrent qu'elle avait développé une pneumonie par aspiration en raison des effets toxiques du détergent aggravés par ses problèmes de santé préexistants. Une enquête menée par le coroner adjoint Ian Potter révéla comment une simple erreur avait conduit à des conséquences dévastatrices. Il expliqua que la démence d'Elisabeth la rendait vulnérable à une mauvaise identification des capsules de lessive comme nourriture. L'emballage éclatant, conçu pour attirer l'attention, ressemblait étroitement à un sac de bonbons, ce qui pouvait facilement tromper une personne souffrant de troubles cognitifs. Potter souligna également un problème sérieux. Alors que les avertissements de sécurité de ces produits se concentraient principalement sur les enfants, peu d'attention avait été accordée aux risques qu'ils représentaient pour les personnes atteintes de démence. Les réglementations actuelles visant à empêcher les emballages ressemblant à de la nourriture ne tenaient pas compte des besoins des adultes ayant des troubles cognitifs. Un point crucial concernait l'accès facile aux capsules. Bien que les fabricants incluent des emballages résistants aux enfants, il n'y avait pas de mesures supplémentaires pour empêcher une personne atteinte de démence de les ouvrir. Le cas d'Elisabeth souleva des questions urgentes sur l'efficacité des précautions prises pour protéger les individus vulnérables. Potter publia un rapport sur la prévention des décès futurs, PFD, adressé à l'Association britannique de l'industrie des produits de nettoyage, au Bureau pour la sécurité et les normes des produits et au secrétaire d'État à la santé et aux soins sociaux. Le rapport exhorta ces organisations à revoir l'emballage des produits et à envisager des mesures de sécurité renforcées pour prévenir des tragédies similaires. Le coroner insista sur le fait que, bien que des réglementations pour la sécurité des enfants existent, elles ne traitaient pas pleinement les dangers pour les adultes âgés atteints de troubles cognitifs. Il avertit qu'en l'absence de changement, d'autres individus pourraient involontairement se mettre en danger. La fille d'Elisabeth, Marjolin, appuya les recommandations du coroner, espérant que le cas de sa mère sensibiliserait aux risques négligés des produits ménagers. Elle considérait que l'histoire de sa mère devrait servir d'appel au changement, en veillant à ce que les entreprises repensent la conception et l'emballage de ces produits. Le décès d'Elisabeth fut officiellement considéré comme un accident, mais il déclencha une discussion importante sur la sécurité des produits et la nécessité de réglementations plus strictes. Sa situation mit en lumière les risques auxquels sont confrontées les personnes âgées atteintes de démence, un groupe souvent exclu des considérations de sécurité des produits. Si l'emballage avait été différent, si des protections supplémentaires avaient été mises en place, ou si une sensibilisation accrue avait été faite sur ces risques, cette tragédie aurait pu être évitée. Ces questions alimentent désormais les efforts pour un changement, afin qu'aucune autre famille n'ait à subir une telle perte. Bien qu'Elisabeth ait mené une vie aventureuse et indépendante, ses derniers instants reflètent une vulnérabilité qui aurait pu être évitée. Son histoire est désormais un rappel urgent de la nécessité de repenser la conception des produits du ménager, non seulement pour le grand public, mais aussi pour ceux qui peuvent avoir du mal à comprendre les dangers qu'ils posent. Le 2 juillet 2005, à Beswick, un quartier du Grand Manchester, en Angleterre, la maison de la famille Wilson était un endroit chaleureux et aimant où Brandon Clawson, un garçon de 4 ans, vivait avec sa mère, Angela, et ses 2 sœurs aînées, Melissa et Paige. Ce samedi après-midi était calme et paisible. Angela était dehors, occupée à assembler un nouveau banc de jardin pendant que ses filles jouaient dans la rue. Tout semblait normal jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Brandon était un enfant aventureux et curieux. D'ordinaire, il demandait à sa mère de lui préparer à manger lorsqu'il avait faim. Mais ce jour-là, il a décidé de préparer un sandwich par lui-même pour la première fois. La cuisine étant brièvement ouverte, il s'est aventuré à essayer quelque chose de nouveau. Il est monté sur le comptoir et a attrapé un petit couteau d'office du bloc de couteaux de la cuisine. Les ingrédients étaient déjà disposés, des tranches de pain, une boîte de margarine et un paquet de viande cuite. Tout indiquait qu'il avait soigneusement préparé son goûter comme il avait vu sa mère le faire à de nombreuses reprises. Mais ensuite,
tout a pris une tournure dramatique. En tentant d'attraper un objet sur le comptoir, Brandon a perdu l'équilibre. En tombant, le couteau qu'il tenait dans sa main lui a perforé la poitrine, provoquant une grave blessure. Il s'est effondré au sol et a crié à l'aide. Angela a entendu son cri et s'est précipitée à l'intérieur. Ce qu'elle a vu était dévastateur. Brandon était allongé par terre, du sang se répandant sur sa poitrine. Ses yeux roulaient en arrière et sa peau devenait pâle. En panique, Angela l'a pris dans ses bras et est sortie dans la rue en appelant à l'aide. Les voisins se sont rapidement rassemblés en entendant ses appels. Une voiture de police passant par là s'est arrêtée et les officiers ont tenté de lui venir en aide. Ils ont pratiqué la respiration artificielle en attendant les ambulanciers. Lorsque les secours médicaux sont arrivés, ils ont transporté Brandon d'urgence à l'hôpital Manchester Royal Infirmary où les chirurgiens ont essayé de le sauver. Mais sa blessure était trop grave. Malgré leurs efforts, Brandon n'a pas survécu. Après coup, le choc et le chagrin ont envahi l'atmosphère. Angela était dévastée, peinant à accepter qu'un acte aussi simple, préparer un sandwich, ait mené à une issue aussi tragique. Une enquête a été ouverte pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Le couteau avait chuté près d'une boîte de margarine et tous les ingrédients étaient restés sur le comptoir, confirmant que Brandon préparait un sandwich lorsque l'accident s'est produit. Des experts en médecine légale ont analysé chaque détail et écarté toute possibilité de jeu déloyal. Les preuves indiquait un accident tragique. Brandon avait chuté en tenant le couteau, causant une blessure mortelle. Aucun signe de négligence ou de faute n'a été relevé. Un détail a attiré l'attention, une porte d'armoire manquante que Brandon aurait pu utiliser pour grimper sur le comptoir. Cela aurait pu contribuer à sa chute. Lors de l'enquête, Angela a parlé en larmes de son fils. Elle a expliqué que c'était la première fois qu'il essayait de se préparer à manger tout seul. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un moment aussi simple d'indépendance conduirait à une tragédie. Elle l'a décrit comme un enfant aimant et joueur qui trouvait toujours des moyens de faire sourire les gens. Le soir, il venait se glisser dans son lit, lui disant combien il l'aimait. Angela n'était pas seule dans son deuil. Ses 2 filles et sa mère, Angela White, lui apportaient leur soutien. Plus tôt ce jour-là, la famille était allée faire des courses et avait acheté à Brandon un nouveau pistolet à eau. Il était ravi de jouer avec, sans se douter que la journée prendrait une tournure si tragique. Après une enquête approfondie, la police a officiellement déclaré le décès de Brandon comme accidentel. Le coroner, Leonard Gorodkin, l'a confirmé, affirmant que personne n'était en faute. Une autopsie a soutenu ses conclusions, montrant que la blessure était cohérente avec une chute accidentelle. La communauté de Beswick a pleuré la perte de Brandon. Les voisins se sont rassemblés devant la maison de la famille, laissant des fleurs, des jouets et des notes manuscrites. Une carte exprimait des sentiments de souvenir, décrivant Brandon comme un petit garçon doux et aimant, et souhaitant que les anges prennent soin de lui. Un autre voisin a écrit un poème en sa mémoire, offrant ses condoléances à la famille en deuil. La tragédie de la perte de Brandon Clawson a profondément touché tous ceux qui le connaissaient. Ce qui avait commencé comme un après-midi ordinaire s'est terminé par une perte inimaginable, une perte que sa famille et sa communauté ne pourront jamais oublier.